l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes médaillés olympiques, c'est Vince de l'école du jeu. Ben oui, je fais une petite blague là en commençant, une petite référence à Tokyo 2020. Hein, mais si vous n'aimez pas les Olympiques, ça tombe bien parce que je ne suis pas ici pour vous parler de ça. Je suis ici pour vous présenter mon Quoi de neuf Vince du mois de juillet 2021. C'est une vidéo dans laquelle je vous présenterai mes différentes expériences de jeu, puis aussi vous donner un peu mon ressenti par rapport à celle-ci. Le tout s'étant passé dans le mois de juillet 2021. Et s'il y a certains jeux qui vous intéressent dans le lot, ça se peut qu'on ait fait des vidéos sur ceux-ci. Et si on en a fait, je vais m'assurer de pouvoir vous donner un petit lien pour vous diriger vers ces vidéos-là. Mais sans plus attendre, dans le fond, on va commencer immédiatement. J'ai pas beaucoup de jeux que j'ai joués, des jeux différents, mais c'est tous des jeux très consistants, puis qui vont vraiment me permettre de vous jaser de tout et de rien. Et sans plus attendre, on commence avec le premier jeu que j'ai joué avec mon frère. Ben oui, mon frère est venu chez nous, mon ami de Rimouski. Et Martin Saint-Pierre, donc je dis un gros salut à Martin, c'était un plaisir de vous accueillir les trois et ainsi que Joey évidemment. C'était un plaisir de vous accueillir vous tous chez moi, c'était plein de gens de partout dans le Québec qui s'en viennent chez nous et qui jouent à Infamous Traffic. Alors un Infamous Traffic, c'est un jeu de 2016 par... Cole Wehrle, ben oui, Cole Wehrle, hein, je l'aime tellement cet auteur-là. C'était en fait un de mes jeux là, que j'avais énormément hâte de réessayer post-confinement. J'espérais faire plusieurs parties du jeu dans la même soirée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que c'était la première fois à mon frère et à Martin et finalement à mon ami de Rimouski, Vincent. Ceci dit, ça a été vraiment une expérience super appréciable. On a tous vraiment aimé ça. Mon frère étant non habitué de jouer, il a gagné. Je ne sais pas comment il a pu réussir à faire ça. Ça a été un coup de passe-passe. Mais bref, écoute, je ne suis pas ici pour vous jaser de qui a gagné ou quoi que ce soit. C'est pas très important. Ce qui est pertinent à savoir, c'est quoi ce jeu-là? Infamous Traffic, c'est un jeu, en fait, c'est un des premiers jeux de Cole Wehrle. Dans lequel Cole Wehrle va nous lancer en plein milieu du 19e siècle pour créer des chaînes de ravitaillement au niveau de l'échange d'opium qui était illégal en Chine. Donc, on est à la tête de ces grosses compagnies-là. Puis, on veut rendre la Chine dépendante de notre opium, ce qui fait en sorte que plus qu'ils sont dépendants, plus qu'il va y avoir une demande, plus qu'il y a une demande, plus qu'il va y avoir des révoltes, puis aussi de la pression provenant du peuple pour que le gouvernement chinois puisse nous laisser enfin passer, nous pauvres petits Anglais britanniques qui ne voulons que faire de l'argent. C'est juste ça qu'on veut faire. C'est un jeu extraordinaire qui a des mécaniques tellement uniques. J'ai pas vu ça dans d'autres jeux, sincèrement. C'est un jeu, par contre, qui est très difficile à obtenir. Je sais que Martin a réussi à obtenir une copie là, vraiment de façon complètement circonstancielle, mais c'est un jeu qui est malheureusement hors impression. Mais qui ne laisse pas, qui nous laisse pas hors impression, hein? Petit jeu de mots un peu boboche, mais bref, c'est vraiment intéressant parce qu'on va avoir de la négociation, on va avoir beaucoup de coups bas, d'alliances temporaires, si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est un jeu aussi qui va nous demander en fait d'être énormément à l'affût de ce que les autres vont faire et surtout qui va avoir une espèce qui va être très opaque, qui va être très dense au niveau des prises de décision. Et c'est là en fait que moi le jeu vient vraiment m'intéresser. C'est parce que c'est un jeu qui n'est pas nécessairement super long une fois qu'on comprend les règles, qu'on a bien saisi, on peut s'en sortir en dedans de 1h30 peut-être de gameplay. Mais on a envie d'en faire une autre immédiatement parce que le casse-tête, mes amis, et toutes les décisions qui sont présentes dans le jeu sont incroyables. C'est extraordinaire comme jeu. Il faut vraiment être par contre conscient qu'on va faire quelque chose, on ne sait pas si ça va payer, on ne sait pas si ça va être bon ou ça va être bénéfique pour nous,
mais c'est pas grave, on essaye quand même et advienne que pourra. Puis aussi, ben, on est énormément soumis à ce que les autres joueurs vont faire, à comment est-ce que les autres vont percevoir en fait nos coups. Est-ce qu'on devient quelqu'un qui peut être comment dire, dans le fond, menaçant? Puis aussi, comment est-ce qu'on va soutirer la victoire? Parce que si je vous ramène en fait à une photo ici du plateau, vous remarquerez en fait qu'il y a un pool de dés ici et ça, c'est une des manières que le jeu peut se terminer. Autrement, ben, à la fin du tour 4 ou du tour 3, si on est à 5 joueurs, ben, la partie termine et le joueur qui a le plus de points gagne. Comment est-ce qu'on fait pour faire des points? Bien, simplement avec des tuiles que l'on va pouvoir récupérer avec l'espace qui se nomme London Season. Donc, le London Season, il va y avoir des prizes qui sont juste ici indiqués par des cartes et on va faire le total que l'on a de ces cartes-là, ainsi que 2 points si on est le leader dans une des 3 différentes manières de produire, là, les 3 ressources principales, c'est-à-dire l'opium, les flottes et finalement les marchands. Ça, c'est une des premières manières, mais il y a une autre manière, en fait, qui serait un peu plus drastique, c'est-à-dire si le pool de dés ici se vide complètement, eh bien, à ce moment-là, on se retrouve à devoir compter le nombre de différentes pièces de notre couleur sur le plateau et le joueur qui en a le plus gagne. Donc, les prix ici ne valent plus rien du tout. Donc, ces 2 manières-là vont vraiment s'interrelier. Ils vont jouer l'une contre l'autre parce que si on essaie d'être le plus présent possible sur le plateau, ça peut en fait ça peut être au détriment en fait d'aller récupérer ces cartes-là. Et si on va récupérer ces cartes-là, bien, des fois, on va en fait passer très rapidement dans le tour pour être capable de s'installer au London Season le plus rapidement possible avant les autres joueurs, ce qui va nous empêcher de s'installer sur le plateau. Bref, c'est un jeu avec beaucoup de petites règles qui est très thématique et surtout très immersif. Moi, je recommande vraiment ce jeu-là si vous aimez en fait les jeux d'économie, de coups bas hein, et de négociation. J'espère vraiment que Coworley va pouvoir faire une réédition de ce jeu-là parce que c'est sublime. C'est vraiment un de ses meilleurs. Moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs designs. Puis surtout, en fait, que ça fit vraiment bien avec qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire Pax Pamir, qui est dans le fond la présence britannique en Afghanistan, puis aussi, bon, en même temps, en Afghanistan, ce que les Britanniques faisaient, c'était de l'agriculture d'opium, hein, principalement. Et puis, ben, John Company qui vient tout juste de passer sur Kickstarter, où est-ce que là, on fait partie de la John Company. Puis là, justement, on va gérer, en fait, toute cette espèce d'agriculture-là, cette espèce de marchandisage entre les Indiens et l'Inde et l'Angleterre. Puis, à un moment donné, dans le jeu, on a la possibilité d'aller faire du trafic en Chine, et puis c'est ça, Infamous Traffic. Donc, il y a vraiment une belle courbe par rapport à ces 3 jeux-là, puis j'espère vraiment que ce jeu-là va redevenir très disponible très rapidement. Ensuite de ça, un autre jeu que j'ai joué à ça au dernier temps j'ai joué à ça le 31 juillet, dans le fond. Le 31 juillet, j'ai pu essayer finalement un jeu que j'attendais de façon... J'attendais vraiment ce jeu-là. Je voulais vraiment y jouer le plus rapidement possible. Here I Stand. Donc, jouer le plus rapidement possible. Pas tout à fait, mais juste, je voulais vraiment jouer à ce jeu-là. Et je n'ai pas été déçu. En fait, bien au contraire, j'ai été vraiment surpris de l'élaboration de ce design-là qui est tellement ingénieux. Et surtout le thème, moi, qui m'interpelle énormément, c'est en fait les conflits européens pendant la Réformation protestante du 16e siècle. Et donc, Here I Stand, on se retrouve avec un jeu qui est énormément lourd, qui est énormément long, mais qui est énormément satisfaisant. Dans le fond, chaque joueur va jouer une certaine faction, soit Habsbourg, donc l'Espagne, soit la France,
soit les Britanniques, on aurait les protestants, on aurait l'Italie et finalement les Ottomans. Et c'est vraiment un clash monumental entre toutes ces différentes nations-là. Évidemment, il va y avoir des conflits plus précis, là, plus conflictuels entre deux nations habituellement. Mais quand un joueur commence à vraiment tirer son épingle du jeu, ben on est peut-être prêt à mettre de côté notre dualité pour être capable d'aller mettre des bâtons dans les roues de ce joueur-là. C'est un jeu qui va durer 9 tours ou jusqu'à temps que quelqu'un gagne 25 points de victoire. Il y a d'autres manières aussi de gagner la partie. Ceci dit, les tours sont longs. Un tour, quand on est habitué, peut durer au minimum 1 heure. Nous, on a joué une version tournoi où est-ce qu'on commençait le tour 4 et qui se terminait en fait le tour 6. Puis on déterminait la personne qui est le vainqueur. Mais bon, une partie nous a duré probablement 4 heures, 4h30 et on avait juste fait 2 tours de jeu. Donc, il y a quelqu'un qui a obtenu une condition de victoire qui était moi. Hein, que voulez-vous? Je jouais les protestants, donc j'ai été protestantisé l'Allemagne complète, puis ça m'a permis de gagner. Mais sinon, après ça, on a décidé de réessayer le jeu, encore une fois en mode tournoi. Et là, on avait vraiment des conflits très intéressants, très différents. Parce que c'est pas parce que je joue les protestants que je vais savoir, en fait, comment est-ce que la faction adverse va se jouer. Il faut vraiment expérimenter chacune des factions pour bien saisir, bien comprendre l'ampleur de chacune de ces nations-là. C'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Ça, je l'admets. C'est pas un jeu qui va être accessible non plus. Il faut être prêt à s'embarquer dans cette aventure-là parce que oui, c'est une aventure, mais c'est épique, c'est très mémorable. Il y a une portion de négociation. Donc là, déjà là, moi, je suis charmé. Il y a une portion, en fait, d'échange et il y a une portion aussi, c'est ça, de négociation cachée où est-ce que dans une des phases du jeu, on a une phase de diplomatie et les joueurs peuvent, en fait, quitter la table et aller discuter entre eux, donc 1 à 1, pour essayer de créer une alliance. Et quand cette phase de diplomatie-là est conclue, en fait, chaque joueur va indiquer quelle alliance ils ont fait avec quel joueur en ayant tout le temps le même ordre de jeu, c'est-à-dire l'Ottoman étant le premier et les protestants étant les derniers. Donc l'Ottoman pourrait tout simplement dire, bon, admettons que, je sais pas moi, je suis l'Ottoman, j'ai négocié avec la France, tiens, puis que j'ai dit, bon, ben écoute, laisse-moi tel territoire, puis on va faire une alliance ensemble, moi je vais te laisser tel territoire, ben je pourrais décider tout simplement de dire, de déclarer à la France, ben on fait une alliance et ben la France va me donner un territoire. Puis je dis juste ça, donc je coupe l'herbe sous le nez, je coupe l'herbe sous le pied, pardon, de la France. Et la France, bien, si elle a vraiment besoin de cette alliance-là, elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter malgré tout. Donc, c'est vraiment, vraiment un jeu qui est très, très bien ficelé. Et sérieusement, c'est un jeu de 2004. Je pense ici, on a la version 500e anniversaire, étant donné que les 95 thèses ont été publiées par Luther en 1517. Puis, ben, cette édition-là, c'est ça, date de 2017. Mais c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est tellement incroyable ce jeu-là, j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de vraiment réexpérimenter. J'ai envie aussi peut-être de me dire, ben, on va faire un week-end complet où est-ce on se fait une partie seulement de ça. Parce que faire une partie de ça, c'est comme si on a fait plusieurs parties de différents jeux, mais on a vraiment cette impression-là qui reste en nous, cette expérience mémorable autour de la table. C'est vraiment, vraiment un jeu super intelligent. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, aujourd'hui, on est rendu très habitué à peut-être des jeux qui vont durer qui vont être courts, qui vont être simples, qui vont être rapides, qui vont être efficaces, droit au but. Puis, ben, des fois, on manque un peu cet aspect-là du jeu plus long qui va nous permettre, en fait, de garder une mémoire, garder cette impression-là, puis surtout cette espèce de souvenir commun, puis d'avoir vécu quelque chose avec d'autres personnes autour de la table. Des fois, un jeu plus long, avec plus de joueurs, ben, ça permet de vivre ce genre de truc-là. Donc, moi, si ça vous intéresse d'essayer ce jeu-là, faites-moi signe.
Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Et d'ailleurs, je veux remercier personnellement Jean-Michel de Jean-Michel Grosjeu, une chaîne YouTube qui explique super bien le jeu. C'est incroyable. Jean-Michel, tu fais un job de débile. C'est une expression française, c'est une expression québécoise pour dire c'est incroyable le travail, l'œuvre que tu fais. Je trouve que tu es tellement efficace. Je t'envie. Je trouve que tu expliques tellement bien les jeux. Je trouve que tu divises tellement bien tes explications. Vraiment, là, merci beaucoup, Jean-Michel Grosjeu, d'avoir expliqué ce jeu-là. Ça m'a permis d'éviter de lire le livre d'une cinquantaine de règles. Puis, ben, juste de m'embarquer dans l'aventure, puis après ça, venir régler des petits détails ici et là. Mais tu sais, je connaissais la base. Merci Jean-Michel. Donc, si vous êtes des fans de gros jeux, de gros jeux très consistants, Jean-Michel Grosjeu fait des vidéos de pas mal tous ces gros jeux-là. Donc, plutôt que d'aller voir nos comparses anglophones, ben, encourageons notre belle langue de Molière en allant voir différentes chaînes YouTube. Mais bref, une petite chose en fait que j'avais fait remarquer avec un ami avec qui j'ai joué ce mois-ci à Haute. En fait, j'avais remarqué quelque chose de vraiment spécial puisque chaque tour de Here I Stand me faisait penser à une partie de Haute. Au sens où est-ce que Haute peut durer entre 45 minutes et 120 minutes comme il est inscrit là. Bon, on s'entend que les premières parties vont durer 2 heures, 2 heures et demie, peut-être même 3 heures, mais le temps se réduit très, très, très rapidement une fois qu'on a débroussaillé les règles, qu'on est rendu habitué avec le tout. Ça devient très rapide, très efficace, très straightforward, je dirais. Et Haute a vraiment été mon coup de cœur du mois. En fait, on a joué avec mon ami de Rimouski ainsi que Pierre, un autre ami. On a fait nos premières parties et je dois avouer que mes premières parties, j'ai été vraiment, vraiment déçu. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait plein de défauts selon moi. Il y avait des choses que les gens critiquaient, que les gens disaient, que les gens acclamaient, puis que moi j'étais comme, ben non, c'est pas là. T'sais. Par exemple, le thème. Le thème dans Haute fait complètement abstraction de toutes les références historiques ou même fantaisistes de littérature, bref, peu importe, que l'on connaît. Ce qui fait en sorte qu'on arrive dans cet univers-là et on n'est pas capable de pouvoir se rattacher à quelque chose de spécifique. Et donc, le thème peut sembler abstrait. Ceci dit, j'ai commencé à lire parce qu'on a fait 2 parties cette soirée-là avec Pierre et mon ami de Rimouski. Et je suis vraiment resté sur ma faim. Puis je me disais, voyons, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais le jeu ne m'avait pas laissé nécessairement une impression horrible. J'avais juste une mauvaise impression. J'avais juste, il y a de quoi que j'ai pas compris ou il y a de quoi que je saisis pas bien. Puis j'avais envie de creuser davantage. Et là, je vais juste descendre dans la section forum pour vous diriger en fait vers la section news. Et je me suis dit, je vais commencer à lire le Designer Diary de Co-Worley pour comprendre en fait c'est quoi l'intention du jeu. C'est quoi cette situation-là? Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous faire vivre tout ça? C'est quoi son intention? Et je me suis rendu à peu près au Designer Diary numéro 10. Et là, j'ai commencé à saisir plein de choses, plein d'intentions qui sont dans le jeu, notamment le thème, et dont lui fait référence dans un de ses Designer Diary. Il explique de façon très très claire qu'il ne voulait pas rattacher ça à une civilisation ou à un moment précis historiquement, ou encore à une littérature quelconque. Il voulait vraiment, en fait, éviter ça à tout prix et permettre aux joueurs de créer leur propre histoire autour de Haute. Et non seulement ça, en fait, il y a plein de petits détails comme ça qui sont venus, en fait, mettre les points sur les i et les barres sur les t par rapport à ma perspective. La plupart des points négatifs
péjoratifs ou les questionnements que j'avais ont été confirmés par l'auteur et par ses intentions. Et là, on a rembarqué dans le jeu avec, encore une fois, Pierre, Joey et finalement, dans le fond, JF, avec qui j'ai joué à Here I Stand. Et là, ça a été une expérience complètement différente, puisque tout d'abord, les 4 joueurs, on était sur la même longueur d'onde par rapport aux règles. On avait lu les règles, on était prêt à jouer. Donc déjà là, on avait débroussaillé les règles. On est habitué à jouer à des gros jeux consistants. Donc pour nous, de jouer à Haute, ce n'était pas nécessairement un fardeau ou difficile à saisir. Parce que somme toute, là, Haute, en fait, je trouve qu'on met beaucoup l'emphase sur « Oh, il y a beaucoup de règles, oh, c'est lourd, tatata. » Mais je pense qu'en fait, justement, quand on met trop l'emphase sur le thème, puis qu'on essaie trop d'expliquer Haute à travers le thème, c'est là qu'on se perd dans les explications. Si on l'explique de façon plus mécanique, et bien là après, puis qu'on met en fait les termes thématiques sur qu'est-ce qu'on va faire par la suite, ça devient vraiment plus facile puis vraiment plus clair. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on doit faire, vient ensuite le fait que, bon, on commence à pratiquer la mécanique et là, plus qu'on pratique la mécanique, plus qu'on se retrouve avec des situations, des conflits, des flamèches qui se créent. On avait cette discussion-là une fois que c'est fait, une fois qu'on avait joué nos 2 parties. Il y avait Joey qui disait « Ah, tu sais, ce qui est intéressant du jeu, c'est qu'on a plusieurs petites flamèches à travers une partie, alors qu'admettons, dans un jeu comme Brass, on a plus l'impression de travailler vraiment pour soi-même, pour être capable de construire une espèce d'engin et on s'approprie vraiment nos trucs. Puis à un moment donné, il y a un coup qui arrive d'un autre joueur, un coup bien fourré qui vient vraiment nous faire mal, tu sais. Donc c'est intéressant de voir en fait le fait que Haute propose plusieurs petites flamèches versus un jeu qu'on a vraiment ce sentiment d'appropriation-là par rapport à ce qu'on fait. Et moi, ma réaction par rapport à ça, ça a été de dire oui, mais parce que Haute va se jouer sur plusieurs parties. On ne peut pas jouer à Haute une seule partie, puis après ça, fermer les livres, merci, bonsoir, comme on jouerait une partie de Brass, par exemple. Haute, c'est un jeu qui se joue sur plusieurs parties et dès la partie numéro 1, les petites flamèches qui sont créées vont tranquillement se transposer d'une partie à l'autre. Et là, ça peut devenir des gros conflits vraiment entre 2 joueurs qui sont très forts, à un point tel que ça peut, en fait, les amener à se taper dessus au détriment de leur victoire personnelle. Et c'est là, en fait, que Haute vient vraiment me charmer parce que c'est un jeu qui, pour moi, va me permettre de me dissocier carrément de qui gagne ou de ma victoire personnelle et en fait de me rassocier à un autre joueur pour me dire « OK, je veux renverser le pouvoir qui est actuellement, qui dure depuis 2-3 parties. Je veux renverser ce pouvoir-là. Je suis prêt à m'allier avec un autre joueur et que ce joueur-là puisse gagner. Même si je ne gagnerai pas, c'est pas grave, je veux renverser le pouvoir. » Puis après, advienne que pourra, on trouvera une autre manière de pouvoir se rallier ensemble à la prochaine partie ou même encore d'essayer de me rallier à cette personne-là et que cette personne-là me trahisse. Et c'est une des premières fois dans un jeu que je décide volontairement de me dissocier de ma victoire personnelle pour être capable de faire gagner un autre joueur. Donc oui, il y a du king-making, je suis d'accord, mais c'est un king-making qui est tellement différent, qui est tellement axé sur l'histoire que l'on crée, sur les tensions qui ont été, qui se promènent d'une partie à l'autre. C'est vraiment un jeu tellement bien fait, tellement dense. Il faut juste passer à travers les règles, mais surtout, il faut vraiment aimer les jeux de tension, de conflits politiques et être capable de se dissocier de ça. C'est quasiment Haute, là. Moi, c'est fou, ça me fait quasiment penser à un hybride entre le jeu heavy, le gros jeu lourd, et Donjon Dragon à la limite. Parce qu'on a cette espèce de dynamique-là qui se passe autour de la table, mais la dynamique va vraiment se passer à travers l'histoire que l'on va créer à partir des choses abstraites qui se passent autour de la table. Par exemple, notre première partie, moi j'avais une carte devant moi qui est un errand boy, donc un gars qui fait un petit peu mes petites commissions à gauche puis à droite.
Et finalement, ben, à un moment donné, ce qui se passe, il y a une carte sur la table qui me permet de me déplacer dans une forêt. Et dans cette et là, moi, j'ai une autre carte proche de moi qui me permet d'échanger une carte de mon plateau personnel à une carte qui est sur la forêt. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais un échange entre le Errand Boy et la carte Bear Trap. Premièrement, bon, c'était fait de façon stratégique pour éviter qu'un joueur me rentre dedans. Mais la deuxième chose, c'est que, ironiquement, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a créé une situation à partir des deux cartes. C'est-à-dire, j'ai envoyé mon petit gars faire mes commissions, c'est-à-dire, regarde, là, il y a un piège à ours là-bas, là, il y a des pièges à ours, là. Va donc voir un peu qu'est-ce qui se passe, t'as une petite pièce, là, regarde, pas de problème. Puis là, finalement, bon, ben, il pogne une piège à ours. Moi, j'ouvre le piège à ours, je ramasse ça, puis je dis, ben, écoute, désolé, mon jeune vagabond, mon petit gars, je suis pas capable de pouvoir t'aider, j'ai pas de ressources pour pouvoir te reprendre avec moi, fait que, ben, bonne chance. Puis là, je quitte la forêt, puis je m'en vais faire d'autres choses. Et là, soudainement, ça, oui, c'est complètement abstrait, puis oui, c'est complètement moi qui ai créé cette situation-là, mais plus tard, dans notre partie subséquente, à un moment donné, il y a un joueur qui me dit « Ben moi, je ne veux pas t'aider, je veux certainement pas aider un dictateur qui tue des petits-enfants pour venir planter des pièges à ours partout où est-ce que moi je m'en vais. » Et là, ça a comme créé un fou rire, et pourtant, cette histoire-là va rester immuable et va continuer en fait à se perpétuer à travers autres. Il faut juste être capable de voir ces petits clins d'œil-là que le jeu nous fait pour être capable de créer cette histoire-là. Et c'est là, en fait, où est-ce que le jeu n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est pas un jeu de gestion de ressources, c'est pas un jeu qui va être évident au niveau du thème. Il faut vraiment avoir des joueurs qui se permettent de créer une histoire à partir des éléments qui sont proposés autour de la table, de s'imaginer, de s'immerser dans le jeu. Et c'est là, je pense que Oath vient vraiment faire un job extraordinaire. C'est un jeu vraiment à part, complètement champ gauche, qui est weird, qui va te faire, que tu te demandes, OK, comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Parce que c'est tellement un Frankenstein, mais c'est un Frankenstein qui va plaire à certaines personnes. C'est un Édouard aux mains d'argent, dans le fond. Édouard aux mains d'argent qui va plaire à certaines personnes, que des personnes vont tomber en amour avec ce jeu-là, puis que d'autres personnes vont faire « Non, c'est vraiment pas fait pour moi, puis j'aime vraiment pas ça, puis je vois pas l'intérêt d'y rejouer encore et encore. » Puis pourtant, c'est tellement ironique parce que c'est là que le jeu prend vie de faire « OK, je vais faire 3-4 parties là, au moins pour bien comprendre en fait tous ces aspects-là que je viens de vous parler. » Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça et je l'admets et c'est correct, c'est pas imparfait comme ça. C'est juste que vous manquez quelque chose si vous le faites pas, mais ça, c'est plus mon problème, hein? C'est pas très grave. Puis j'espère vraiment, je suis convaincu qu'il va y avoir une version française de ce jeu-là. Premièrement, à cause de, le buzz qu'il y a autour de Coworley et Root, mais aussi, avec l'espèce de artwork de Carl Ferrin qui a fait Root. Je suis vraiment confiant qu'il va y avoir une version française. Donc, à suivre là-dessus. Mais sinon, un autre jeu, en fait, et c'est drôle parce que je suis comme parti sur une chire parce que en lisant les Designer Diary, je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller voir le compte personnel de BGG, de Coworley pour voir c'est quoi ses jeux favoris. Et là, je suis tombé sur un jeu qui se nomme Hortus Regni, qui est un jeu de 2014 et que Coworley est comme un gros fan, fini à peu près 40 games de ce jeu-là. Puis, il explique que justement, c'est un des jeux les plus incroyables au niveau de la création d'histoire, l'effervescence qu'il y a autour de les différentes situations qui peuvent se passer. J'ai écouté une vidéo de Heavy Cardboard, qui est une chaîne anglophone que je trippe, que je trouve vraiment, vraiment hot. C'est tellement drôle parce que quand j'ai comme ces espèces de jeux-là un peu bizarroïdes, puis que je vais chercher sur YouTube, Heavy Cardboard a toujours publié une vidéo là-dessus. Mais Hortus Regni, en fait, c'est un jeu de construction de deck pré-game
où est-ce que les joueurs vont en fait construire un deck à partir de l'empire qu'ils veulent proposer et mettre sur la table. On va avoir en fait 90 cartes et parmi ces 90 cartes-là, il y a une tonne et quart de différentes cartes qui interagissent les unes avec les autres et c'est un jeu qui est relativement simple dans ses règles puisque pendant ton tour, en fait, tu joues une carte, tu peux attaquer l'autre joueur, tu peux récupérer des cartes armées ou simplement, c'est pas mal ça tes options en fait. Puis, ben, à la fin de ton tour, tu piges une carte. Le problème, c'est que quand tu passes au travers de ton deck de 24 cartes, tu perds automatiquement la partie. Donc, il y a une pression constante sur le premier joueur de venir faire ravage le plus rapidement possible parce qu'une autre manière de perdre, ce serait de perdre en fait ton fief, le fief que tu as créé, c'est-à-dire les cartes que tu installes devant toi. Donc, au départ, on a tous un palace et par la suite, on peut installer d'autres fiefs. Mais dès qu'on n'a plus un seul fief devant soi, eh bien, on perd la partie. On perd des fiefs en faisant une bataille avec un autre joueur, parce que le jeu se joue, oui, à la base à 2 joueurs, mais on peut acheter des extensions qui vont nous permettre de jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc moi, je serais très, très, très curieux de jouer à 4 joueurs pour voir en fait cette interaction-là. J'ai juste joué une partie malheureusement, parce que dans le fond, c'est un jeu que j'ai joué avec Nancy, et Nancy n'aime pas tant les jeux de conflits comme ça. Et c'est vraiment davantage un jeu de gestion de ressources à petite échelle et d'attaque et surtout de réaction par rapport à l'adversaire. Vraiment, un côté un peu échec où est-ce qu'il faut être continuellement à l'affût de ce que l'autre joueur va faire et surtout l'autre joueur, les petites erreurs ou les petites ouvertures que l'adversaire va nous ouvrir la porte à. Ben, il faut défoncer la porte, puis ben, il faut tout simplement faire la job pour y rentrer dedans. Hein? Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir en fait cette dynamique-là changer d'une partie à l'autre, mais surtout, comme j'ai expliqué, c'est qu'il y a 24 différents personnages. Je veux juste trouver en fait une image qui va vous permettre de voir ces différents personnages-là parce que pas ces 24 personnages-là, excusez, 90 cartes, il y a énormément de différentes cartes, des cartes politiques, des cartes en fait de bâtiments, des cartes bref, il y a tout plein de cartes qui vont vraiment interagir avec le jeu de façon complètement sautée. Et c'est là, en fait, que le jeu prend forme. C'est quand on joue plusieurs parties l'une à la suite de l'autre et que tranquillement, ben, on commence à voir, en fait, l'impact de ces différentes décisions-là qu'on a faites avant la partie, mais surtout l'impact qui se passe pendant la partie. Et là, j'épargne plein de détails, genre des Vikings qui peuvent venir nous attaquer. On peut influencer les Vikings pour avoir plus le contrôle sur où est-ce qu'ils vont attaquer. Quand on attaque, il y a un deck de cartes qu'il faut piger et des fois, bon, on va avoir une bataille normale, donc infliger des dégâts l'un à l'autre. Ou encore, on peut avoir des cartes comme par exemple que l'Église, le clergé va décider de l'issue du combat ou même que l'attaquant gagne. Donc là, on fait des ravages chez le défenseur sans que l'attaquant puisse prendre des dégâts ou le contraire, le défenseur gagne. Et voilà, bon, là, c'est ici. Donc, ces différentes cartes-là, en fait, viennent interagir les unes avec les autres de façon phénoménale. Et surtout, le jeu est super beau. C'est pas un jeu qui est super dispendieux, je pense. Là, j'ai pas payé une copie. Ma copie n'était pas très dispendieuse. Mais comme vous voyez ici, on a un beau plateau, en fait, pour tenir toutes les différentes cartes. Pour être capable de faire son deck avant la partie. C'est un jeu qui peut jouer en mode tournoi là, très facilement parce que les parties peuvent durer peut-être 20 minutes. Des fois, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais une fois qu'on a débroussaillé les règles, ça devient super rapide, vraiment efficace. J'ai vraiment hâte d'y rejouer. J'ai vraiment hâte d'essayer peut-être ce jeu-là à 4 joueurs ou même 3 joueurs, peu importe. Mais je dirais que ce n'est pas un jeu qui est encore une fois fait pour tout le monde et je l'ai fait vivre à Nancy et Nancy a trouvé ça correct sans plus ni moins. Elle va vouloir le réessayer parce que j'essaie de pousser la note pour lui dire « Nancy, des jeux pleins d'interactions, c'est vraiment intéressant, il faut juste que tu te donnes la chance de l'essayer encore et encore. Ouais, peut-être, ok, on va voir. La semaine prochaine, je tiens ton mot contre toi, Nancy. Il faut essayer ça la semaine prochaine. Mais sinon, un autre
autre jeu plein d'interactions et que Nancy aime énormément, puis que j'ai joué en fait avec mon frère, avec Nancy, avec mon ami de Rimouski Vincent et finalement Martin qui était là pendant cette même soirée-là qu'on a joué à Infamous Traffic. Il s'agit de Natsumemo. Ben oui, Natsumemo. C'est tellement le fun. C'est sublime ce jeu-là. Sérieusement, je ne saurais pas quoi vous dire de plus que aller voir la critique que j'ai faite de ce jeu-là. Natsumemo, en fait, ce qui est dommage, c'est que le jeu est juste disponible en japonais. Par contre, si vous allez sur le site de BGG, certaines cartes sont disponibles en français. Certaines cartes sont disponibles en anglais. Donc, les fiches en français sont ici. L'adaptation française est disponible sur BGG. Natsumemo, en fait, pour faire histoire courte, nous sommes des étudiants japonais qui devons organiser nos vacances estivales le mieux possible, et ce, tout en faisant des devoirs. Et plus qu'on fait nos devoirs, plus qu'on devient bon puis qu'on devient populaire avec nos amis. Donc, le jeu, en fait, se tourne autour d'un flip and write ainsi que roll and write. Sauf que, contrairement aux autres flip and write, roll and write, c'est qu'on va tirer une carte et les joueurs vont décider s'ils participent à cet événement-là ou non. Et donc, s'ils participent à cet événement-là, ils devront le marquer dans leur calendrier. Donc, par exemple, si un événement dure le lundi, le mardi, je vais devoir, en fait, booker mon lundi et mon mardi. Alors que, admettons, prochain joueur, Martin, par exemple, pige une carte, ne s'est pas booké le lundi puis le mardi, pourrait décider de booker cet événement-là qu'il a pigé le lundi pour qu'il soit seul à y aller, ou qu'il combine, en fait, il concorde avec un autre joueur qui n'est pas allé le lundi. Et donc, on va faire des points selon les personnes qui y vont, selon le nombre de personnes, selon le nombre de gars, le nombre de filles, selon si on a un gars, une fille. Bref, c'est super drôle parce que ça capte l'imaginaire. C'est vraiment simple comme jeu. C'est super le fun et c'est très, très, très interactif. J'aime vraiment, vraiment Natsumemo. Et je pense que ça en vaut définitivement le détour là, de voir qu'est-ce que ce jeu-là a à offrir. Comme j'ai dit, oui, c'est en japonais. Oui, il est disponible seulement au Japon. Mais je pense que c'est quand même facile là, de se trouver une copie. Là. Je pense que certains Québécois, Québécoises, ainsi que Français, des gens de France ont pu le trouver là, à travers, par exemple, Amazon ou peu importe. Mais c'est vraiment, vraiment un jeu tellement le fun, tellement différent de ce qui est habituellement fait. Je trouve que c'est tellement épique comme jeu. C'est vraiment mon jeu de party préféré. Je pense que j'ai pas de jeu que je préfère à part de lui là, au niveau party. C'est un jeu qui joue super bien à 4, 5, 6 joueurs. Fait pour toute la famille, c'est drôle, c'est vivant. Bref, c'est Natsumemo et c'est ce qui va conclure en fait ma portion de jeux joués pour le mois de juillet 2021. Maintenant, on va parler un petit peu de la contribution au niveau de la chaîne. J'ai été un peu plus dans le mode repos. Hein? Je l'avais déjà dit dans mon Quoi Neuf que je ne voulais pas me mettre de pression ou quoi que ce soit pour le mois de juillet par rapport à publier différentes vidéos. Mais si on regarde un petit peu, là, on donne un aperçu. Donc, évidemment, mon Quoi Neuf Vince ici. Ensuite de ça, il y a une semaine que j'ai passé par-dessus une publication. J'ai fait une présentation express de jeu à 2 joueurs. Présentation express, en fait, c'est un nouveau segment dans lequel je vous présente à sa plus simple forme là, présentement, j'ai 4 jeux que je vous présente, des jeux à 2 joueurs que je trouve super intéressants, mais que j'aurais peut-être pas nécessairement le temps de faire, dans le fond, un aperçu complet du jeu. Puis tant qu'à faire plusieurs vidéos, j'aime mieux vous donner un aperçu très rapide, en 3 et 5 minutes de chaque jeu. Puis, actuellement, il y a déjà des vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube. Vous faites une petite recherche très rapidement, puis vous allez pouvoir trouver des règles en français là, de ces jeux-là. Puis après ça, merci, bonsoir. Si ça vous intéresse, vous achetez le jeu. Donc, mon but, c'est vraiment de vous offrir un aperçu très rapide, très efficace de chacun de ces jeux-là pour que vous puissiez prendre une décision par la suite en considérant les différentes vidéos qui sont disponibles sur Internet. Mais sinon, une dernière vidéo aussi, ça a été un à table avec D&D Dungeon of the Mad Mage, où est-ce que c'est un jeu de campagne dans l'univers de Donjon Dragon. C'est un système de jeu de board game, littéralement,
de Donjons Dragons. Est-ce que les joueurs vont en fait incarner un personnage et ce personnage-là, ben, il va tout simplement interagir avec un environnement qui va se développer au fur et à mesure de la partie. On est resté très mitigé par rapport à ça. On a plus ou moins trouvé ça, contrairement, mettons, aux autres expériences, genre Gloomhaven, par exemple, qu'on a beaucoup aimé, Jaws of the Lion. On n'a pas super gros apprécié, moi et Nancy. Bref, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse, d'en savoir davantage sur notre impression par rapport à ce jeu-là. Et sinon, ben, c'est pas mal ce qui fait le tour pour juillet maintenant dans le mois d'août. J'ai déjà plusieurs vidéos que j'ai filmées qui vont être disponibles très bientôt à travers la chaîne. Et aussi, ben, ce qui est à venir, j'aurais envie, en fait, plutôt que de faire plusieurs vidéos du top 100, ben, il me reste les 50 derniers jeux. Donc, j'ai envie de faire une grosse vidéo live de mon top 50 puis passer à travers ça. Puis au pire, ça me prendra 2, 3 heures, 4 heures, c'est pas grave. On va le faire. Je vais accueillir vos commentaires, vos suggestions, les discussions en fait qui vont être suscitées à travers ça. Donc mon but, ce serait vraiment de faire une seule et unique vidéo où est-ce que vous pourrez retrouver mon top 50 de tous les temps en date de février 2019, à ne pas oublier. Et finalement, ben, restez à l'affût aussi parce que j'ai une grande annonce à faire pour le mois d'août. Je vous reviens avec ça. Et évidemment, une critique de Hôte. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Puis même probablement la faire un peu à l'ancienne manière que je faisais mes critiques, là, un peu comme L'île au trésor ou Nagaraja que j'ai fait auparavant. Bref, vraiment faire ça de façon moins présentation, règles, conclusion, pensée, impression personnelle, mais le faire de façon plus dynamique. Bref, je réfléchis à tout ça et ben, surtout, c'est ce qui va conclure en fait cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère grandement que vous avez apprécié. Autrement, ben, je vous encourage à liker la vidéo, me laisser en commentaire si vous avez des questions, des suggestions, ou même si vous voulez critiquer un jeu que j'ai joué, ou même me laisser un petit heads up. Hey, good job, pas de problème. Ça va me faire plaisir de répondre. Autrement, ben, c'est ça, abonnez-vous à la chaîne, likez-nous sur Facebook et merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Vous ne passerez pas! Retournez chez vous, Balrog! Ou sortez dehors, ça va vous faire du bien un petit peu. Vous avez l'air un peu mal en point. Peut-être sortir, aller promener une marche au parc, rencontrer des gens, bref, allez socialiser, mais surtout, rentrez chez vous. Oh, c'est pas laid tout ça, hein? Vincent a fait beaucoup d'efforts ce mois-ci pour changer le background comme je lui avais demandé. Roger le vagabond, prêt à vous servir et surtout prêt à remercier certains contributeurs du Patreon de l'École du jeu. Alors, on débute immédiatement avec Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Martin Dupuis, créateur du projet Souls. On construit un nouvel au-delà, un engine building resource management mixé avec un aspect narratif qui sera bientôt sur les réseaux sociaux et surtout en campagne de financement, on l'espère très vite. Amélie Lantier, David Favre, Sylvain Roy, Miguel Piette, Jessica Hébert-Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Ramion, Marc Boudreau et finalement Robert Savard. Qu'est-ce que le Patreon de l'École du jeu? En fait, c'est une plateforme de sociofinancement où est-ce que les gens peuvent donner mensuellement un montant, que ce soit $1, que ce soit $50, que ce soit 1 million de milliards de dollars. Vous pouvez nous encourager à continuer notre travail à l'École du jeu et ce, grâce à cette plateforme de sociofinancement. Si vous le faites déjà, on vous remercie, vous êtes extraordinaire. Vous profitez déjà de notre newsletter ainsi que les sondages, mais si vous ne le faites pas, et que ça vous dirait de nous remercier financièrement, pourquoi ne pas le faire au travers cette plateforme de sociofinancement qu'est Patreon?
Et si vous ne voulez pas du tout le faire, aucun problème. Merci de nous écouter, de nous encourager à continuer de faire un bon travail. Nous en apprécions grandement les petits commentaires toujours positifs que vous faites à notre égard. Et surtout, merci beaucoup de nous donner du temps de visionnement, de votre temps. Le temps, c'est de l'argent, on le sait très bien, n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous. T'es toujours pas parti, toi? Va-t'en, 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 Balrog, bye-bye, bye-bye. Moi, je m'en vais chez moi, je m'en vais rejoindre des amis, jouer à des jeux. Tu devrais faire comme ça. Tu veux venir? Ah, super, alors viens avec moi, on va jouer à un jeu. Ta, 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 ta.